Je vais introduire maintenant Alexandre Berkès, qui est un ami et collègue de l'Université de Montréal et qui va... Donc, en fait, je l'introduis, mais il va se présenter lui-même. On a travaillé ensemble depuis la naissance en fait, de ce qui s'est construit à Montréal. Et il va vous présenter en fait, l'approche systémique, mais surtout tout ce qui s'est développé en éducation médicale et sciences de la santé à l'Université de Montréal en 8-9 ans. Quoi. Voilà. Alexandre, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci d'être là. Merci aussi à l'équipe de m'avoir invité. Il y avait à l'origine, on avait des gens extrêmement pertinents qui devaient aussi venir partager leurs expériences dans l'enseignement, qui était l'équipe de Modène. Donc je voudrais juste souligner au passage qu'il se passe beaucoup de choses en Europe et dans d'autres pays en termes d'implication des patients dans la formation initiale et continue des professionnels de la santé. À l'Université de Montréal, c'en est un cas parmi d'autres, avec des particularités, des intérêts que l'on communique et que justement on communique bien. Et l'enjeu qu'il peut y avoir en communiquant bien sur ces enjeux-là, c'est qu'on ne voit pas nécessairement les autres initiatives qui sont pourtant tout aussi pertinentes et dans certains cas plus avancées sur certains axes que d'autres. Et donc je voulais commencer par souligner le fait que j'entends beaucoup parler du modèle de Montréal, c'est une chose positive, parce que ça permet d'incarner un certain élan, mais il faut faire attention à ce que ça ne masque pas d'autres initiatives qui sont tout aussi, voire plus pertinentes dans beaucoup de cas, dont celle de Modène, dont la barrière linguistique des fois aide pas. C'est-à-dire on a des Italiens avec lesquels des fois l'anglais c'est plus complexe, et de ce fait-là, on a du mal à aller chercher cette réalité de leur type de dispositifs d'engagement qui sont extrêmement intéressantes. Donc ça, c'était la première chose. En gros, directement là-dessus. La raison pour laquelle je suis venu ce matin et puis que je vous partage cette présentation, c'est la première fois d'incarner cet élan-là, c'est-à-dire dans un contexte particulier qui est celui du Québec, comment cet élan-là, cette vision éthique et politique du soin s'est matérialisée au sein des institutions, notamment celle de la formation. De vous partager cette réalité-là, essayer de la nommer le plus fidèlement possible de ce qui s'est passé là. Mais ensuite, surtout, l'intérêt, c'est que vous, ça soit l'occasion, l'opportunité de questionner ces mêmes catégories-là, ces mêmes questions que je vais aborder dans votre contexte. Donc, vous avez un travail actif à faire qui est celui de s'approprier, de questionner dans vos propres contextes à vous, comment ça se déroule, vous, ces modes de participation, comment marche le co-leadership, comment vous formez, comment vous recrutez, ou sélectionnez, ou formez de manière en formation continue les différents partenaires qui sont dedans, autant les cliniciens que les patients. Donc, je veux juste vous dire que vous avez du boulot pendant ce travail-là, ce n'est pas juste une présentation que vous écoutez. Sinon, on se retrouve dans des cas que j'ai vus où on se disait à chaque fois, nous, on n'avance pas tant qu'il n'y a pas l'équipe de Montréal qui vient nous voir. Alors ça, c'est un des enjeux qui peut arriver. Donc, j'essaye tout de suite de le déconstruire dès l'entrée, c'est de dire, l'objectif, c'est justement cette capacité. L'élan est déjà présent dans beaucoup d'endroits en France que j'ai pu voir cet été. Et donc, j'encourage les personnes à y aller sans attendre ce genre de contribution, parce on est la même chose que dans le partenariat de soins, c'est qu'on pense que l'autre est plus sachant que nous, donc on se dit on attend le sachant avant de pouvoir prendre des décisions éclairées d'adultes. Nous on est encore dans l'adolescence et donc on attend les adultes pour venir nous dire comment ça fonctionne. Donc c'est dans ce contexte-là que je vous présente cette initiative. Donc, je viens de me présenter. Donc, je travaillais, il faut que j'apprenne à le dire au passé, je travaillais à la faculté de médecine de l'Université de Montréal et au CHUM de l'Université de Montréal, donc le CHU de l'Université de Montréal. J'ai quitté il y a 3 mois pour revenir en France pour des raisons familiales. Et je me suis occupé de la réforme du programme de médecine à l'Université de Montréal de 2010 à 2012. Et à partir de cette transformation du système de formation initiale des professionnels, on a pu commencer à intégrer avec Vincent Dumez et Luigi Flora des premiers patients dans la réforme du programme de médecine et dans les cours de collaboration interprofessionnelle, ce qui a permis, je vais vous montrer, de développer un curriculum complet de la première à la 11e année où des patients sont intégrés tout au long. J'ai donné un deuxième titre que celui qui était donné à l'origine, où je parlais de repolitiser les enjeux pédagogiques dans les facultés de sciences de la santé, c'est-à-dire de montrer qu'il y a une dimension profondément éthique et politique à toutes ces discussions-là, et que ce n'est pas qu'une discussion de sciences de l'éducation.
on sent, on l'entend. On pourrait voir les sciences de l'éducation comme aussi ayant une dimension politique, mais de faire en sorte que ce n'est pas juste des discussions sur les dispositifs pédagogiques, sur la meilleure façon de recruter, former, c'est que c'est un modèle d'organisation sociale. C'est une proposition de reconfigurer différemment les relations de pouvoir, les relations de savoir et les relations d'émancipation entre les individus. Et donc la dimension profonde, ce n'est pas une discussion juste technique là-dedans, c'est une discussion purement politique et éthique au sens large. Politique, pas au sens partisan, au sens des règles communes qu'on se donne pour viser un destin commun. Je fais 2 slides rapides sur le modèle de Montréal, parce que tout le monde ne les connaît pas, mais la majorité d'entre vous, à 90%, avaient déjà vu les formations de base sur les fondements du partenariat. Donc je parle juste 2 diapositives de rappel pour ceux qui ne les connaissent pas. Et après, je vous parle plus du curriculum de formation initiale des étudiants de médecine de l'Université de Montréal et comment les patients sont intégrés. Donc, un des premiers fondements du modèle de Montréal, c'est cette reconnaissance de l'interdépendance des expertises et non pas de leur complémentarité. On a utilisé beaucoup le mot complémentarité, mais qui avait ses limites. La notion d'interdépendance montre qu'il n'est pas possible de prendre une décision de soins, c'est ça le postulat, il n'est pas possible de prendre une décision de soins optimale sans que les savoirs issus de la vie avec la maladie soient mobilisés dans cette décision de soins, dans cette co-décision de soins. Voulant dire, j'ai beau être un professionnel de la santé compétent, j'ai fait mes cours de médecine, j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai été chercher les bonnes infos, j'ai le bon diagnostic, je donne le bon plan de traitement selon les bonnes recommandations de la HAS, ça ne veut pas dire que j'ai fait ma job. Parce que derrière, je n'ai pas nécessairement répondu aux besoins populationnels en matière de santé, ou en tout cas, directement avec l'individu, à ses besoins à lui. Donc j'ai beau, dans ma sphère, avoir validé tous les indicateurs qui montrent que j'ai fait mon travail, dans la réalité, dans la fonction qu'on a déléguée aux professionnels de la santé en tant que citoyens et en tant que société pour qu'ils agissent pour améliorer la santé de tout le monde, le travail n'est pas fait. Donc c'est déjà de partir un postulat assez fort qui est de dire aucune décision médicale n'est valide, optimale, il ne répond en tout cas au mandat qu'on lui a donné, s'il n'y a pas cette mobilisation des savoirs issus de la vie avec la maladie du patient qui est en face de nous. Donc ça change quand même déjà pas mal comment on voit la formation initiale des médecins dans une faculté de médecine. Et la deuxième, c'est la reconnaissance du patient ou du proche comme acteur de soins en part entière et non pas comme donc un client final ou comme une personne pour qui on travaille, mais une personne qui en fait est souvent le premier actant, notamment dans le cas des maladies chroniques, ou les premiers en termes d'heures et en termes de développement même de gestes techniques, vont être les premiers acteurs vont être les patients. Et donc de reconnaître ce rôle actif et de membre à part entière de l'équipe de soins change aussi beaucoup la manière dont on va penser les soins et la formation. Et donc, s'il y a expertise, parce qu'on sait qu'on est un peu pognés tous avec les termes de patient expert, de patient partenaire, etc., dans le cadre de l'Université de Montréal, et séparer un peu le côté du patient expert qui aurait fait des études, je sais pas, en pédagogie et qui vient discuter avec un médecin, lui aussi dans une posture de pédagogue, avec un mandat, une mission de pédagogue, et de discuter de pédagogie. Mais à ce moment-là, le patient est en train de discuter en tant qu'expert de la pédagogie entre savoir savant issus de la pédagogie, mais pas en train de mobiliser ses savoirs issus de la vie avec la maladie. Donc s'il y a expertise, si on parle de ce mot-là, parce que c'est celui-ci qu'on attend, l'expertise, c'est dans l'explicitation et la mobilisation des savoirs au sein d'une discussion de soins ou au sein d'une discussion pour l'organisation des soins. Et cette expertise est à ce niveau-là, et non pas nécessairement ce qu'on parle des fois des savoirs expérientiels, où on a des difficultés à différencier les savoirs expérientiels du professionnel de santé, qui en a lui aussi, et puis ceux du patient. Donc comment, même si ça marche très bien au niveau des discours, de dire la particularité des patients, c'est les savoirs expérientiels, on sait que c'est pourtant une commune condition de l'ensemble des humains qui vivent sur Terre. Donc si ces savoirs expérientiels ne sont pas les mêmes, quelle est la vraie différence qu'il y a avec ces savoirs qu'on mobilise dans le cadre des patients engagés ? Le deuxième postulat que je vais vous partager sur le modèle de Montréal et qui me paraisse un petit peu teinter la particularité de ce modèle, c'est le fait de considérer que le jour où on aura des patients partout dans le système de la santé, je parle au niveau de l'organisation des soins, c'est-à-dire dans des comités d'amélioration continue, dans la gouvernance des CH et des CHU, des centres de recherche, etc., c'est de dire ça c'est un moyen, ce n'est pas une finalité. On ne sera pas avancé comme société le jour où on aura des patients partout dans les facs de médecine et dans les CH et dans les CHU et au ministère de la Santé. Ce n'est pas une condition suffisante pour se dire que les soins vont être transformés, l'organisation des soins va être transformée pour permettre le partenariat dans les soins et davantage d'émancipation et d'autonomisation dans les soins. Ce n'est pas une condition suffisante. C'est un moyen pour y arriver, parce qu'on sait qu'en rediscutant, en redéfinissant les structures incitatives du système de santé à nous orienter vers des comportements qui sont plus vers le partenariat de soins, là, on a peut-être plus de chances que ça arrive. Mais la finalité, c'est que l'ensemble des citoyens français ou québécois ou canadiens soient en capacité à prendre soin d'eux, de leurs proches, et d'être capables de rentrer en relation de partenariat avec les professionnels de santé avec qui ils vont avoir affaire à un moment de leur vie ou l'autre. Et ça, c'est la finalité.
Et que de ce fait-là, tout ce qu'on parle dans ce genre de colloque, souvent, c'est des moyens pour. On a essayé telle initiative qu'on pense permettre de sensibiliser les patients, les étudiants en médecine ou développer certaines de leurs compétences qui leur permettra, une fois dans un certain milieu, ou dans le milieu dans lequel ils sont actuellement, d'agir comme partenaires de soins. Et donc d'agir sur eux, non pas uniquement en termes de compétences individuelles, mais même d'action collective, c'est-à-dire les sensibiliser à la nécessité avec leurs collègues d'agir de manière collective pour transformer leurs conditions de pratique. Parce que si chaque individu essaye de s'efforcer tout seul avec sa propre énergie individuelle et sa propre volonté et sa propre intentionnalité, tout seul pour transformer les pratiques de soins sans changer rien aux structures qui l'incitent au quotidien et qui le déterminent dans ses pratiques, il va vite s'épuiser. Puis c'est ce qu'on constate dans beaucoup de cas. C'est qu'il y en a beaucoup qui lâchent. Parce qu'effectivement, c'est énergivore, c'est chronophage et les conditions sont peu propices à ça. Donc le postulat de base du modèle de Montréal, c'est de dire n'importe quel professionnel de la santé qui serait dans de bonnes conditions agirait en partenariat de soins. C'est un postulat fort, mais ça change totalement la stratégie de transformation. C'est-à-dire que de cette là, on s'intéresse beaucoup plus à l'organisation du système de santé et des pratiques qu'à dire le but c'est de développer l'empathie des professionnels de santé en s'intéressant à chaque individu, en lui disant tu sais qu'éthiquement c'est vachement supérieur d'être en partenariat de soins. C'est bien de le faire, mais c'est c'est encore plus individualisant, c'est encore plus surresponsabilisant dans des gens qui sont déjà pris dans des structures étouffantes. Donc si on rajoute ça, la seule chose qu'on a, c'est on va les braquer, parce qu'ils vont voir le truc qui leur paraît hyper inaccessible, et de se dire, non, moi j'abandonne ce combat-là, je vais le perdre d'avance, c'est fini. Donc il faut à la fois sensibiliser individuellement, mais surtout s'intéresser à comment on crée des conditions d'action collective et de transformation de ces structures-là. Donc autant on agit au niveau de ce qu'on appelle donc les patients partenaires qui vont être profils ressources, formateurs, chercheurs, qui agissent sur les structures en tant que telles, c'est à redéfinir l'écosystème de la santé pour permettre dans les soins l'émancipation et l'autonomisation, et pour permettre au niveau citoyen, au sens large, d'avoir des citoyens, comme je disais tout à l'heure, capables de prendre soin d'eux. Donc plus sur l'éducation populaire, citoyenne, travailler avec les ministères de l'Éducation, etc. Donc ça, c'était les deux seuls rappels que je donnais. Donc la manière dont est nommé à gauche, en bas, c'est de dire socialiser les savoirs, c'est s'assurer qu'on ne délègue pas à une seule partie de la population ses compétences de soins, qu'ils ne sont pas les seuls porteurs de ces compétences de soins et de ces savoirs, et qu'on est capable de les décentraliser, de se les réapproprier en partie. Donc d'être capable de reprendre une partie de ce pouvoir de soigner et de cette légitimité du soin. Donc je vous donne l'exemple. Là, je vous lance sur la faculté de médecine de l'Université de Montréal et donc sur la matérialisation de cet élan que je vous ai présenté dans la fac. Au niveau gouvernance pure, donc l'objectif, c'est d'avoir des médecins compétents. Ce qu'on veut, ce n'est pas des médecins qui savent répéter comme des perroquets le discours du partenariat de soins. C'est facile, ils savent très bien faire ça. Ils sont très forts, c'est des gens tout à fait intelligents, brillants, et qui ont en général des stratégies de survie institutionnelle extrêmement puissantes s'ils sont là. Ce qui fait que comprendre qu'est-ce qu'il faut dire pour avoir une bonne note à l'examen, ça, c'est pas très compliqué. Donc l'objectif, c'est de se dire ce qu'on veut, l'objectif final, c'est d'avoir des médecins compétents. Et nous, on considère qu'un médecin compétent, si on se fie au CANMED, au référentiel de compétences canadien, c'est d'avoir des médecins partenaires de soins, c'est-à-dire des gens qui sont capables de ne pas s'épuiser tout seuls à prendre toutes les décisions par eux-mêmes pour l'autre personne qui est en face d'eux, mais d'avoir quelqu'un qui reconnaît les savoirs, l'expertise, les compétences des personnes en présence et qui sont capables de comprendre leur lien d'interdépendance avec eux et de mobiliser ça pour travailler en équipe sur une prise de décision plus optimale. Donc de comprendre qu'on va éviter de s'épuiser tout seul à vouloir faire tout ça de manière autonome. Et donc pour ça, à la fois il y a des patients ressources qui sont impliqués au conseil de la faculté, donc directement avec la doyenne et les autres directeurs de la faculté, le comité de programme de médecine de premier cycle, correspond au premier et deuxième cycle en France, et les comités de réforme de l'admission, mais aussi, comme on verra tout à l'heure, les comités de sélection, les comités de comment on évalue les étudiants qui sont en internat, l'équivalent chez vous, et qui devraient sortir du parcours parce qu'il commence à y avoir plusieurs plaintes ou plusieurs drapeaux rouges qui sont soulevés par leurs professionnels, et de se dire sur quels critères on peut considérer que ces gens-là, malgré le fait qu'ils ont fait 7 ou 8 ans de médecine, on devrait les retirer du parcours parce que ça devient des dangers pour la population. Voilà, les patients participent à ce genre de comité pour dire comment on va pouvoir réfléchir aux critères avec lesquels on pourrait vraiment expulser quelqu'un d'un programme malgré le fait qu'il ait fait 7 ans de médecine ou 8 ans, et puis qu'il faut donc peut-être lui trouver des passerelles dans d'autres disciplines. Et c'est un travail qui est assez difficile et ingrat dans certains cas, parce qu'il faut assister à un comité de programme de médecine qui va durer 5 heures, j'en ai fait quelques-uns. C'est pas tout, la majorité, les 80% des personnes sont sur leur téléphone ou leur ordinateur à gérer leur courriel qu'ils n'ont pas eu le temps de la semaine, et pourtant, il va y avoir 10 minutes de la conversation hyper importante, où ce moment-là, on peut en profiter pour rentrer dedans,
pour être capable de donner, de partager un questionnement, une manière de dire mais pourquoi on prend ça pour acquis, ça n'a pas de sens. Et de se dire que de ce fait-là, il faut être capable d'aller trouver des patients, les former pour assister à ce genre de comité extrêmement long, où la majorité des gens sont à moitié démobilisés autour, et où pourtant il va y avoir des questions cruciales sur l'organisation des études de médecine, et qu'il ne faut pas louper le 10 minutes d'attention, où il faut être hot, investi. Enfin, faut vraiment être... faut être sharp, comme on dit. Il faut être pointu, il faut être capable de donner la bonne contribution à ce moment-là. Comment on forme, comment on identifie les gens qui sont capables de faire ça, et puis comment on les forme, et puis comment on suit ça, et puis comment on évalue ça. C'est aussi complexe que ça. Nous, ça fait 8 ans qu'on est au comité de programme de médecine et qu'il y a 2 patients qui y sont présents. Et c'est d'essayer d'apprendre à partir de ces expériences comment on peut identifier les personnes qui vont être capables de faire ça. Et ça change des choses. Des fois, c'est juste des discussions, mais c'est des discussions qui changent symboliquement les représentations. Quand Vincent, j'étais avec lui sur ce comité-là, et tout le comité s'intéresse pendant 4 heures à dire c'est quoi le médecin de demain, on le définit, voici la définition du médecin de demain, etc. etc. Et là, Vincent, il dit mais pourquoi vous travaillez à définir le médecin de demain? C'est le patient de demain qu'il faut connaître. Puis après, on se dira, c'est quoi le médecin qu'on a besoin pour répondre aux patients de demain? Mais si on passe 4 heures ou 2 ans de programme de réforme du programme de médecine à se dire c'est quoi le médecin de demain, c'est sûr que le patient réel, il va sembler inadapté à ce que nous, on a pensé du médecin qu'on aimerait être demain, et puis il est super hot, qui fait plein de trucs à droite à gauche. Puis après, on dit, c'est bizarre, nos médecins, ils trouvent ça fatigant de s'occuper de la diarrhée de madame machin, ils trouvent ça pas très intéressant. Bah oui, mais tu les as sélectionnés pour s'intéresser à que des cancers de stade 4 hyper stimulants et puis écrire 3 publications par semaine là-dessus. C'est sûr que la diarrhée ou les problèmes de tabagisme de telle ou telle personne, ça paraît moins excitant intellectuellement, j'ai pas forcément les compétences pour ça, mais tu n'as pas formé ton monde pour ces problématiques-là. Cette contribution de Vincent qui vient juste dire dans la conversation au bout d'un moment, mais pourquoi depuis tout à l'heure on s'intéresse aux médecins de demain? C'est important, mais c'est une réponse à un problème de société. Donc on va déjà s'intéresser à dire, c'est quoi les conditions actuelles de santé de la population? Puis donc qu'est-ce qu'on a besoin comme compétences professionnelles pour répondre à ces enjeux-là? Donc c'est le genre de contribution qu'il peut y avoir dans ce genre de comité, puis qui ont des impacts de par le lieu où il se passe. Là on parle pour vrai de ruissellement, mais là dans ce cas-là ça marche. Et on a réellement ce ruissellement, l'impact pédagogique que va avoir ce genre de discussion est relativement important. Pour être capable d'ensuite faire l'ensemble des activités pédagogiques dans lesquelles on veut travailler en partenariat, on va se retrouver à devoir aller chercher un grand nombre de patients qui vont être capables de répondre ensuite à la commande. Et d'avoir à l'Université de Montréal 250 patients partenaires profil formateur dans chacune aujourd'hui des années du programme de médecine, de la première à la 11e année, et qui, à part une expérience historique très négative où on a une pétition des étudiants qui ont voté, qui ont fait une pétition auprès de la doyenne pour que l'ensemble des patients de la faculté dégagent, et qu'on ne veut plus de patients partenaires à la faculté de médecine parce que ça n'a rien à faire dans une faculté de médecine des patients. Donc on a un exemple historique que je pourrais vous parler à la pause si vous voulez. Mais sinon, depuis 9 ans, à part cet exemple-là, globalement, même plus que globalement, les formateurs comme les patients et les étudiants ont trouvé l'expérience assez positive avec des limites qu'on essaye d'intégrer dans l'amélioration, mais pour l'instant, ça fonctionne. Avec des endroits, par contre, on a, juste pour vous dire, il y a des endroits où il faut aussi savoir arrêter notre implication des patients parce qu'on se rend compte que la valeur ajoutée, pour les patients comme pour les professionnels, n'est pas là. Et qu'en fait, par rapport aux efforts que ça demande en termes de préparation, d'accompagnement de l'activité, en fait, on regarde d'autres activités stratégiques et on dit, en fait, ce n'est pas l'activité la plus pertinente. On devrait peut-être aller sur l'autre qu'on nous propose actuellement, qui a l'air d'avoir un levier plus important dans la transformation des pratiques. Donc aussi, n'hésitez pas, au fur et à mesure où vous engagez des patients, de reconsidérer si c'est toujours... Il ne faut pas le faire par défaut et se dire, il faut en mettre partout dans tous les cours et puis c'est pertinent partout. C'est-à-dire dans lesquels c'est le plus pertinent et donc d'être capable de reconsidérer l'implication de certains patients dans certains dispositifs. Donc ce que ça permet, juste pour résumer sur la faculté de médecine, des patients qui participent à la sélection des étudiants en médecine. Donc par exemple, les étudiants sont mis dans des mises en situation où on évalue leurs compétences émotionnelles au sens large, et où donc il y a maintenant, à partir de l'année dernière, puis avant c'était plus en pilote, des patients qui participent à l'évaluation de la performance de l'étudiant dans cette mise en situation. Donner un exemple concret que je prends à chaque fois là-dessus, c'est en gros, vous avez un étudiant qui arrive, il est face à une actrice qui mime être sa sœur et qui dit « je suis enceinte ». En gros, j'ai 15 ans, je suis enceinte, vous avez 17-18 ans, et là vous êtes censé avoir une discussion avec et puis essayer de « on fait quoi ?» On en parle aux parents, on n'en parle pas aux parents, comment on est capable déjà de gérer émotionnellement ce qui se passe, etc. Et les étudiants sont plongés dans 8 situations de ce genre-là, avec un jury qui est avec un médecin spécialiste, un médecin généraliste et un citoyen
et un patient partenaire dans certains pilotes avant, et puis maintenant de manière obligatoire. Et donc, on est capable d'évaluer comme ça et de compenser l'évaluation et la sélection des étudiants uniquement par la note, pour compenser avec une évaluation par les compétences, j'aime pas trop le mot, mais émotionnelles, vous comprendrez ce que je veux dire là-dessus, pour dire, on ne va pas prendre en médecine que des gens qui ont un dossier parfait scolairement, mais des gens qui sont aussi capables de montrer en situation une forme d'intelligence émotionnelle qui peut même compenser le fait qu'ils aient des notes pas optimales. Et que de ce fait-là, on va prendre des profils qui sont un peu plus... vous avez compris. Les patients peuvent donc diriger aussi des départements de la faculté de médecine. Je parle en termes de transformation symbolique. Ce que ça change d'avoir des étudiants, quand vous êtes étudiant en médecine, quand vous avez des patients qui vont participer à votre sélection, qui sont légitimes et crédibles pour co-diriger un département de la faculté de médecine. Ici, l'incubateur d'innovation pédagogique, qui est le CEPAS. Des patients qui sont amenés partout dans la gouvernance. C'est-à-dire, si vous êtes représentant d'étudiants ou vous êtes étudiant, vous allez entendre parler que les patients ont participé, à ces différents comités-là qui sont pour vous des entités crédibles et légitimes. Ça participe à la reconnaissance de la légitimité de leur présence dans la faculté et de leurs compétences pour penser le soin. Les patients peuvent être des formateurs, on a déjà dit, et les patients peuvent évaluer les compétences aussi. Dans les OSLER et dans les ECOS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des mises en situation cliniques aussi qui sont à la fin des études de médecine et qui vont arriver en France et qui vont être obligatoires dans très peu, qui permettent d'évaluer, non plus juste avec un examen de connaissances pour voir si vous avez appris tout par cœur et que vous êtes capable de répondre à une question hyper complexe en 2 secondes et demie, mais de se dire, est-ce que vous êtes capable de mobiliser ces connaissances-là au sein d'une relation de soins, et donc on vous évalue avec un patient, essentiellement du temps c'est des acteurs, mais on a essayé nous de mettre des patients pour justement être capable de changer l'engagement pédagogique des étudiants là-dedans, parce que si vous êtes étudiant et que vous devez discuter de l'impact sur la vie sexuelle d'un patient qui a eu le sida et que c'est un acteur versus un patient qui l'a vécu dans sa propre vie, je vous garantis que votre engagement pédagogique n'est pas le même. Vous prenez un peu différemment les questions et au sérieux la manière, et on le voit tout de suite. Les étudiants qui sont avec des patients versus des acteurs, leur manière d'être impliqués dans l'activité, dans le dispositif pédagogique, c'est autre chose. Ils font beaucoup plus attention et on voit très bien qu'en même temps, l'impact le plus important, c'est qu'un feedback, une rétroaction donnée par un patient versus un acteur, les étudiants ne le perçoivent pas du tout de la même manière. Quand on faisait les pilotes et que dans certains groupes, il y avait des patients et dans certains groupes, des acteurs, les étudiants qui sortaient d'une pièce avec un acteur, ils disaient « Non, mais tu vas voir, à la sortie de la 3, là, parce que normalement, ils ne le savent pas, mais au bout d'un moment, ils s'en parlent. À la 3, là, c'est un patient. Tu vas voir ce qu'il m'a dit, moi, ça a changé ma façon de voir. » Là, tu dis « Mais l'autre, tu as dit un truc hyper puissant tout à l'heure, c'était un acteur. » C'était tout aussi vrai, mais prononcé de la bouche, en tout cas venant d'un acteur, c'était pas du tout reçu de la même manière. Donc, c'était pas juste sur le contenu objectif de ce qui était dit, en termes de pertinence d'analyse de la pratique, c'était par qui c'était émis. Et c'est ça qui change dans le partenariat. Donc, des fois, il ne faut pas juste se concentrer sur le côté objectif, le contenu. C'est que le simple fait d'avoir un patient, symboliquement, change le rapport au monde avec lequel l'étudiant va s'engager dans cette interaction de soins, de cette interaction pédagogique. Et donc, comme il me reste 10 minutes, j'avais voulu faire un lien avec Piketty, mais je vous le ferai à la pause aussi. En gros, nous, on a juste catégorisé l'intégration des patients dans l'enseignement selon ces différentes catégories. Encore une fois, ça m'énerve cette représentation, mais je n'ai pas réussi à la changer dans l'équipe. C'est le côté, ça monte comme si on allait être de plus en plus civilisé ou de mieux en mieux si on montait vers la droite. Là. Mais en fait, en termes pédagogiques, c'est que chacun de ces types d'engagement développe des compétences différentes et à des degrés différents. Donc, ce n'est pas un patient comme un mentor, c'est vachement mieux qu'un mannequin, qu'un patient standardisé ou autre, etc. C'est juste que ça fait des choses différentes. Donc, le mieux, c'est pas de se dire on va repenser le programme de médecine en mettant que des patients au niveau super élevé là, et puis là, on aura des super professionnels de la santé. Non, les mannequins sont très pertinents dans certains cas pour certains gestes. Les patients simulés, dans certains cas aussi, on peut discuter lesquels. Mais en gros, c'est juste pour vous dire qu'on a commencé à distinguer ce type d'engagement pour être capable de voir comment est-ce qu'on les forme différemment. Nous, on parle de recrutement, je sais qu'en France, c'est plus compliqué, mais comment on les sélectionne, comment on identifie les personnes, et puis on peut voir ce qu'il y a derrière, parce qu'il peut y avoir des enjeux politiques que je comprends. Comment on identifie ces personnes-là, comment on les forme, et puis comment on accompagne, et puis dans lesquelles il y a vraiment un intérêt. Donc ça peut nous aider aussi pour discuter les types d'engagement tout à l'heure. Donc je vous donne des exemples de... En gros, ça c'est la version complète et synthétique des types d'engagement, mais je vais vous le préciser rapidement là. En gros, il y a des patients qui sont intégrés, et là il y en a 70 à 75 par année, 76 là, dans différentes années, où en gros, ils participent au cours de collaboration interprofessionnelle. Donc dire, si le patient est un acteur de soins à part entière, qu'il est un membre à part entière de l'équipe de soins, quand on fait de la collaboration interpro, le patient en fait partie. Donc dans les cours de collaboration interprofessionnelle, les patients partenaires
profil formateur, participe à ces activités-là, co-anime les ateliers avec un professionnel de la santé. Et donc, il y a 76 groupes de plusieurs étudiants, donc il y a 4500 étudiants en tout par année, là il y a 1500 par année, x3 donc. Il y a 4500 étudiants par année qui sont formés par un duo de professionnels et patients à la collaboration interprofessionnelle et à la manière de voir comment il y a interdépendance et complémentarité de ces compétences-là. En éthique, il y a des cours au début, on s'est intégré même dans un cours de magistral où ce n'est pas du tout idéal pour rentrer, mais on a essayé de rentrer certains concepts qui permettaient par la suite, dans les années d'après, de travailler davantage au niveau de la pratique, dans un cours sur le pluralisme des valeurs, pour être capable de, surtout à Montréal, dans un milieu assez multiculturel, où il y a pas mal d'enjeux liés à la religion, à l'ethnie, enfin au rapport culturel du soin, le rapport à la mort, le rapport à la souffrance, qui sont assez différents, qu'on les essaye de les outiller pour être capable d'accueillir un tant soit peu cette différence-là. Pas nécessairement de la valider, on ne leur demande pas d'être d'accord, on leur demande juste de travailler à développer les compétences pour agir comme professionnel face à quelqu'un qui a des considérations différentes sur la vie, la mort, la place de la religion, la place d'un homme ou une femme qui les soigne, etc. Et donc d'être capable de rentrer en coopération avec ces gens-là. Et on ne leur demande pas d'adhérer à ces valeurs-là. On leur demande d'être capable de comprendre qu'en tant que citoyen faisant partie d'une communauté, on doit être capable de prendre soin des autres dans ces différentes situations-là. Des cours assez intéressants, notamment sur qu'on a pu faire au bout de 6 ou 7 ans, de les nommer comme ça. Il y a un cours qui s'appelle « Pouvoir et sarrau blanc », c'est-à-dire « Pouvoir et blouse blanche », en gros. D'être capable de dire, c'est quoi la fonction performative et symbolique de porter une blouse blanche? Qu'est-ce que ça a? Comment ça change l'interaction avec les patients, avec les proches, etc. On n'aurait pas pu nommer ça la première année, pouvoir et blouse blanche. On l'a pu au bout de 6 ans, quand la culture avait commencé à changer, qu'on pouvait nommer, sans que ça soit vu comme une menace, ce genre d'éléments critiques. Et en gros, l'essentiel, un des vecteurs principaux du développement de l'engagement des patients à l'Université de Montréal, ça a été l'éthique clinique. Comme c'est une obligation réglementaire d'agrément des facultés de médecine de développer la compétence à agir dans des situations humaines complexes chez les professionnels, les cours d'éthique, notamment d'éthique clinique, c'est-à-dire de l'éthique moins conceptuelle mais plus appliquée à des cas concrets en clinique, a été le vecteur principal du développement du partenariat à Montréal. C'est-à-dire qu'en gros, le partenariat s'est développé non pas parce qu'on a poussé juste le partenariat pour le partenariat, c'est qu'on a identifié quels étaient les développements pédagogiques qui pouvaient être vecteurs de cette complexification de la manière de voir le soin et de voir les relations humaines. Et l'éthique en était un. Le moment où on a des étudiants qui viennent nous partager, merci Luigi, qui viennent nous partager les enjeux qu'ils rencontrent dans le milieu clinique, dans 80% des cas, c'est des enjeux relationnels, plus que des enjeux techniques de maîtrise du diagnostic ou de maîtrise du nom des médicaments ou de quoi que ce soit. C'est des enjeux relationnels. Donc les patients ont co-animé avec des professionnels des discussions sur des groupes comme en France, des groupes de pratiques réflexives, ou je ne sais plus qu'on appelle ça, des groupes d'échange de pratiques, où on revient sur des situations complexes, on les discute entre professionnels, sauf que là, on a un patient partenaire profil formateur qui nous aide à avoir justement ce regard différent sur « oui, mais tu sais que quand on est patient de ce côté-là ou quand on est proche, voici ce qu'on vit de cette manière-là, donc je comprends que de ton côté, tu l'as vécu de cette manière-là, mais voici comment potentiellement l'autre a pu le voir, ou telle dimension que toi, tu ne considères même pas dans ton analyse, en fait, celle-là, elle est voire prioritaire ou prépondérante dans la manière dont le patient va voir cette situation-là. » Donc en gros, ça c'est juste pour vous illustrer le fait que, je ne peux pas rentrer dans le détail de chaque activité, mais qu'en gros, c'est que il faut, par opportunisme, regarder ce qui se passe déjà, plutôt de se battre contre des moulins à vent, c'est dire, il y a le déploiement de l'éthique clinique, c'est une obligation ministérielle, il y a des ressources qui sont mises là-dedans, comment on peut travailler avec l'équipe de professionnels qui sont chargés de ça, pour profiter et identifier dans ces activités-là lesquelles sont propices à l'engagement des patients. Et on ne l'a pas fait dans toutes. On a identifié celles qui étaient des conditions gagnantes d'engagement des patients. Donc actuellement, s'il se développe la simulation, s'il se développe les écosses, et que c'est obligatoire et qu'il y a des ressources qui viennent avec, bingo, c'est le moment de travailler avec ces équipes-là pour se dire comment on peut penser un écosse avec des patients partenaires profil formateur, et ça, on peut en discuter en détail. Les activités de mentorat aussi, donc des patients, des étudiants, qui sont aussi patients, ou qui vont l'être, qui sont dans toutes les facultés de médecine de l'Université de Montréal, travail social, psychologie, pharmacie, etc., qui peuvent demander, sur base volontaire, c'est pas obligatoire, d'être accompagnés par des patients tout au long de leur programme de médecine, ou de sciences infirmières, ou autre. Et que de ce fait-là, ils sont capables de discuter ce qui habituellement, ils ne peuvent pas discuter avec leurs collègues avec qui ils sont en compétition, leur père ou leur patron, comme on dit au Canada, avec qui les évalue, mais discuter avec des personnes moins menaçantes pédagogiquement, donc qui ne participent pas à leur évaluation directe, dans leur évaluation de compétences et leur validation de leur diplôme, et qui peuvent quand même les aider à mieux comprendre le positionnement qu'ils peuvent avoir comme je ne sais jamais comment faire quand je dois rentrer dans la chambre d'un patient. J'ai toujours l'air un peu con, je frappe, mais en même temps je rentre tout de suite après, je vois que mon patron il fait ça, mais ça me paraît inadéquat.
Et en général, on n'ose pas le dire parce que même dans leur famille, les étudiants nous disent « mais quand j'arrive au repas de famille le dimanche, le rôti avec mamie le dimanche, oui, le midi, on a la même chose ici, c'est de dire « j'ose pas dire toutes les faiblesses que je vois ou le sentiment d'impuissance que j'ai ou le sentiment d'incompétence, d'imposteur parce qu'eux, ils me vénèrent. Je suis l'enfant de la famille qui a fait médecine ou mon père a fait médecine et ma mère a fait médecine. Et de ce fait-là, c'est difficile de partager ce sentiment-là à des personnes envers qui je ne me sens pas menacé, pédagogiquement, symboliquement, etc. Et donc, ces patients mentors peuvent être une manière de discuter avec des gens qui nous paraissent, à ce moment-là, moins menaçants dans ce contexte-là. Et imaginez la manière dont ça va changer, comme futur professionnel, sa manière d'interagir avec des patients et d'être en relation avec des patients quand, pendant son programme de médecine, son allié, pour être capable d'aller bien et de passer à travers ça de manière sereine, ces études exigeantes-là, ça va être des patients. Nous, c'est le pari qu'on prend. On pense que ça va quand même clairement changer. Je vais conclure de manière tout à fait... J'enlève les 40 slides que j'avais prévus derrière. Facteurs clés de succès principaux. La reconnaissance de... Donc ça, c'est plus personnel. Hein. Je ne vous dis pas, il n'y a pas une revue de littérature associée à ça. C'est plus sur les 9 ans d'accompagnement de l'intégration des patients à l'Université de Montréal et puis dans d'autres facs qu'on a accompagnés, qui est, la reconnaissance de l'interdépendance des expertises. Si on considère toujours, ce qui est 99% le cas, que le partenariat avec les patients, c'est un petit plus, ou c'est la cerise sur le gâteau, ou c'est une manière de faire un peu mieux quand on a déjà pris une bonne décision de soins, ça ne marche pas. C'est la base, c'est pas le plus, c'est pas le petit complément en plus, c'est pas la petite part de camembert qui manque, et puis en fait c'est le 10% en plus. C'est que ça redéfinit la manière dont on pense le camembert. C'est parce que c'est même plus les mêmes dimensions dont on parle. La reconnaissance du patient comme acteur de soins à part entière, on a discuté. Un leadership fort, visible et durable de la direction. Donc nous, c'est vrai qu'on a eu un doyen extrêmement favorable au début, mais ça a duré 4 mois. En gros, on a eu un doyen extrêmement fort pendant 4 mois. Merde, c'est filmé. Je ne peux pas dire le reste sur les doyens qui suivent. Il n'y a pas eu le même leadership pédagogique. Et que de ce fait-là, quand en tout cas c'est parti d'un élan qui nous a mis dans une position organisationnelle favorable, en tout cas qui nous donne une certaine légitimité pour déployer, ça a changé tout par derrière. On n'était pas juste des outsiders, on a été placés dans une position qui nous a permis de prendre des risques sans tout le temps être menacés. C'est encore le cas 9 ans après, c'est encore extrêmement compliqué en termes de financement interne, en termes de pression sur justifier la pertinence de ces approches-là. Mais globalement, si vous êtes soutenu par la haute direction ou par des gens symboliquement forts dans votre institution, ça aide à être capable de pouvoir prendre certains risques et au cas où, au début, vous loupez sur certaines choses, ça va couvrir aussi une partie de ça. Parce qu'en gros, on va vous attendre. Hein. Si vous faites le premier dispositif d'engagement des patients dans notre faculté de médecine à Tours ou je ne sais pas, tout le monde vous regarde. Donc on s'attend. Et ceux qui sont contre le partenariat, ils vous attendent aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir des petits projets, pas trop gros, pas des usines à gaz, des trucs où il y a plein de facteurs clés de succès. On s'assure que ça va être quelque chose sur lequel on va pouvoir capitaliser. Un processus de recrutement rigoureux basé sur les compétences. Donc comment on les met en situation pour voir en amont. Dans le recrutement ou dans la sélection, on fait vivre un atelier d'éthique clinique. Voici à quoi ça ressemble un étudiant en médecine qui peut te rentrer dedans sur tel ou tel sujet. Voici ce qui se partage dans ce type d'atelier. Est-ce que c'est déstabilisant, pas déstabilisant? On le teste directement, on ne leur pose pas la question, on le vit ensemble. On se donne et c'est des patients de l'équipe et les professionnels qui vont jouer cette simulation-là. Donc on est quand même dans un contexte bienveillant entre nous et on essaye justement avec d'autres patients. Ce n'est pas des professionnels qui viennent juger si le patient est adéquat ou pas. C'est, par exemple, la personne qui s'occupe historiquement le plus du recrutement, ça a été André Néron, mais maintenant Annie Descoteaux depuis des années aussi. C'est des patients ou des proches qui reçoivent les patients et qui ont ces discussions avec eux. Donc c'est beaucoup moins menaçant aussi d'avoir un feedback ou une rétroaction d'un patient et d'un professionnel quand on est patient, d'un patient ou d'un proche, pardon, quand on est un patient que quand c'est un professionnel. Même si le feedback peut être tout à fait pertinent, c'est juste que symboliquement, c'est pas vu pareil. Et une formation continue des deux en même temps. Ça, on sait que c'est difficile d'aller chercher les cliniciens et les professionnels parce qu'ils ne veulent pas nécessairement se déplacer ou c'est pas prévu. Ils donnent un cours chaque année de 4 heures à tel endroit, et puis là, il faut dire tu viens 3 heures avant ou 2 heures un autre jour, puis tu viens te former avec un patient, ça peut être plus compliqué. Mais globalement, si vous formez chacun de leur côté, en général plutôt uniquement le patient en partenariat, et qu'il arrive dans le dispositif pédagogique, il y a de grandes chances que le professionnel, il n'apprécie pas vraiment ça, parce qu'il va se rendre compte que le patient, il est vachement plus formé, il a lu vachement mieux les textes qu'il avait à préparer, et surtout, il a des compétences d'animation et pédagogique pas mal plus développées que lui. C'est assez menaçant, merci. Donc, si vous ne voulez pas non plus que ceux qui osent venir dans les dispositifs, s'engager, co-animer avec des patients, se sentent en plus eux-mêmes déjà en inconfort, parce qu'en fait, ils arrivent avec des patients surpréparés, et eux, en général, ils ne sont pas nécessairement où ils ont lu le truc 10 minutes avant d'arriver, ça crée des choses qui ne sont pas très agréables non plus. Donc, la co-formation en amont permet justement de s'assurer que ça n'arrive pas.
C'est de s'assurer qu'ils se parlent avant, qu'ils ont été formés ensemble, et de ne pas prendre pour acquis que le professionnel, lui, il a des compétences pédagogiques d'animation ou qu'il est déjà partenaire par défaut parce qu'il est professionnel de la santé. On ne ferait pas tout ça si c'était déjà le cas. Donc justement, il ne faut pas négliger et avoir un degré d'exigence de préparation envers les patients qui est tellement plus avancé que les professionnels qu'au final, on se retrouve avec des patients déjà non représentatifs et en plus qui ont un degré de préparation qui va induire l'échec plutôt du dispositif. Et la dernière, rapido, ce que je vous partagerai après 3-4 mois où j'ai rencontré plusieurs des équipes en France qui font de l'engagement patient à tous les niveaux. Et ce que j'ai pu voir comme différence culturelle, c'est la manière de le faire. Premièrement, c'est en France versus l'Amérique du Nord, donc c'est un souci de pragmatisme qui est en Amérique du Nord. On n'attend pas d'avoir tout cadré, d'avoir tous les concepts définis avant d'agir. On fait, même si on n'a pas de formation, on commence. Puis après, au fur et à mesure, on essaye de développer ce qu'on a besoin de développer. Vous connaissez le truc, c'est que si on commence comme ça, on va d'abord théoriser tout ce qu'on a besoin. Donc on va développer un curriculum de formation de 12 formations pour tous les cas où le patient pourrait être intégré. Et en fait, il y en a 2 qui vont servir sur 12, mais on aura mis 12 mois, on aura loupé la moitié des opportunités. Alors qu'il aurait fallu commencer par les 2, on essaye, on se prépare comme on peut. Il y a déjà plein de matériel qui est disponible, ça se partage gratuitement, ça existe. Donc déjà, pragmatisme, on apprend en faisant. Arrêtez d'attendre l'institution. Parce qu'en gros, si vous voulez faire de la transformation organisationnelle à l'intérieur des cadres de l'institution, par défaut, vous ne transformez rien. Okay, par définition même. Donc à un moment, il faut y aller, même s'il n'y a pas de règles, même si c'est gris, même si ça paraît risqué. On ne peut pas attendre. En fait, les patients, c'est ce que disent les patients de l'équipe ou les patients qui sont dans le réseau, il n'y a que les professionnels qui peuvent attendre. Nous, on ne peut pas attendre. Donc c'est cool de dire, oui, mais on va attendre le prochain agrément, dans 3 ans, ça sera un super levier. Oui, mais non, dans les soins actuellement, là, on ne peut pas considérer qu'on est tranquille, on a le temps d'attendre 3 ans que ça se passe. Non, il faut agir maintenant. Donc il faut qu'il y ait cette tension-là dans votre équipe. C'est qu'il y en a qui ramènent tout le temps le fait qu'on ne peut pas se permettre de tout le temps. Et en même temps, on ne peut pas tout faire tout de suite. Donc il y a cette tension à l'intérieur de l'organisation qui dit, à la fois, il faut juste pas se poser tranquillement, agir, et vous pouvez faire des choses à côté. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller envoyer un courriel aux représentants des étudiants de l'internat, de dire on se prend un café et on teste un groupe de pratiques réflexives ou d'échange de pratiques avec des patients formateurs. En dehors de la formation, ceux qui veulent, il n'y a rien. On essaye, on tente, on regarde ce que ça donne. Au lieu de faire un pilote intérieur où tous les comités de l'organisation ont dit qu'ils étaient d'accord, que tout est calé, on teste d'abord. On peut faire plein de choses. Des étudiants, il y en a plein qui cherchent des réponses à l'absence de sens ou à l'absurdité des pratiques qu'ils voient dans les soins. Il y en a plein des acteurs, des professionnels qui veulent essayer différemment, il y en a plein. Comment on travaille avec eux pour essayer des choses à côté? Et puis après, une fois qu'on est capable de voir comment ça fonctionne, on s'ajuste. Là, on prend moins de risques à l'intérieur quand on le fait réellement. Être vigilant quant à la symétrie d'exigence, je vous l'ai déjà dit. Alors, renforcer le co, alors ça c'est le point le plus important pour moi, c'est de dire le partenariat patient, c'est pas le pays des bisounours. Ce qu'on veut, c'est pas que chacun intègre en disant, quand le professionnel commence à faire, il essaye de filtrer son propre point de vue biomédical sur certaines pratiques en se disant, oui, mais comme je suis en partenariat, il ne faut pas que je dise ça à l'autre patient. Vous êtes déjà dans une position paternaliste. On ne vous demande pas de vous autoréguler, on vous demande de rentrer de manière bienveillante dans une confrontation des points de vue. Rentrez dedans, exprimez pleinement, parce que si vous ne le dites pas pleinement, on ne se prépare pas adéquatement aux 90% de professionnels qui ne sont pas dans l'état dans lequel vous êtes et qui, eux, ne sont pas en autorégulation sur ce genre de mode avec les patients. Donc, en fait, la co-construction, c'est créer les conditions dans lesquelles on peut se dire vraiment ce qu'on pense pour vrai, sans que ça soit vu comme une menace. Qu'on comprenne qu'on a un destin commun, qu'on a un chemin commun, et que de ce fait-là, il faut se rentrer dedans sans être perçu comme une attaque personnelle ou envers les professionnels de la santé ou quoi. Il faut laisser les conditions de la pleine expression. Je finis le dernier, parce que Luigi va m'en... je reviens là-dessus. Le dernier, donc travail argumentatif. Je ne ferai pas le 6e. Développer des stratégies de déconstruction de l'argumentaire des principales idées reçues. Faites un petit document Word ou quoi que ce soit où vous partagez les exemples, les histoires, les récits qui permettent de revenir aux trucs qui reviennent en permanence sur « oui, mais quand on va avoir des patients, c'est plus risqué. Oui, quand on va avoir des patients, ça va coûter cher. » Il y a plein d'arguments super pertinents, hyper efficaces qui permettent de déconstruire ça dans une rencontre où là, vous avez 10 minutes pour intervenir face au doyen. Là, il ne faut pas vous louper. Donc, on peut mutualiser ces stratégies-là. On est là justement dans un bateau commun. Comment on peut nous se partager sur un Google Doc ou ce genre de choses, ces histoires communes, ces arguments communs qui nous aident à créer les conditions où on peut parler pour vrai de partenariat. Merci beaucoup.